Bienvenue à Artistes Inc. Aujourd'hui, Mélissa, on reçoit l'artiste peintre René Durocher. Allô, René. Allô, Catherine. Salut, René. Allô, Mélissa. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, ça me fait extrêmement plaisir. Je pense que c'était un incontournable pour nous de t'inviter au podcast. Je pense que Mélissa, elle a eu la chance de faire quand même pas mal d'entrevues avec toi. Oui. Oui, parce que, disons-le, René est une artiste établie ici à Granby, dans les cantons de l'Est. Depuis longtemps, tu as ta carrière et puis, je te suis. Et je suis contente aujourd'hui parce que entre la première fois où on s'est rencontrés et maintenant, les années ont passé, puis on dirait qu'il y a d'autres questionnements qui arrivent par rapport à la vie d'artiste que tu as vécu, puis qu'on avait envie de discuter parce qu'on a aussi l'aspect féminine. En fait, on veut parler de toi comme artiste, comme femme aussi. Oui. Il y a beaucoup d'intrigues autour de ça. Puis tu as un parcours assez unique, fait qu'on veut en parler. On a tellement de choses à parler. C'est ça. On espère que l'heure qui s'en vient va être assez longue pour qu'on puisse en parler d'un peu de tout. Fait qu'on va y aller. Ben oui, on va y aller. Tout d'abord, René, elle m'a dit quelque chose au début du podcast, avant, là, que j'ai dit, hey, t'as combien de galeries qui te représentent? Puis là, tu m'avais répondu? Je t'ai dit que là, maintenant, j'en ai 5, mais j'en avais 10 à l'époque. 10 galeries qui représentaient avant. Ça reste quand même, tu sais, on a dit une artiste de Granby, mais t'es représentée un peu partout. À l'international. Peux-tu nous nommer les places où t'es représentée? Je suis représentée chez Saint-Laurent-Plus-Île à Ottawa, chez Thompson et Landry à Toronto, chez l'Harmattan à Baie-Saint-Paul, et Washington Zenith Gallery. Et ça fait 5, là? C'est à peu près. Oui, c'est à peu près ça. Oui, quand même. Ça reste quand même impressionnant comme nombre de galeries qui te représentent, là, parce qu'on s'entend que c'est quand même un défi comme artiste visuel. Maintenant, c'est un défi, mais il faut dire qu'à l'époque, Internet n'existait pas, le web non plus. Donc, on ne pouvait pas promouvoir nos tableaux et notre travail autrement qu'être en galerie, être représenté par une galerie. Et pour moi, c'était facile. C'était plus facile de travailler en galerie que de tout faire par moi-même. Ah oui? Oui. Puis est-ce qu'il y avait plus d'ouverture à ce moment-là? Ou Oui. Oui? Il y avait plein de jeunes. Moi, quand j'ai commencé, je dirais au début, fin des années 80, début des années 90, là, après avoir fait mon bac à l'UQAM, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de jeunes galeries qui cherchaient des artistes. Et c'était facile. On venait nous chercher. Ah oui? On venait vous chercher? Oui. J'ai fait une première exposition chez Guyane Hamel. Je pense que c'était pas une galerie. Elle vendait du matériel d'art, Guyane à Granby. Oui. Puis elle avait une petite galerie en avant, puis elle m'avait demandé d'exposer. Puis on avait vendu tous les tableaux. Ah ouais? Oh! T'avais combien de tableaux? Oh, une trentaine. Wow! 30 tableaux? Oh mais je faisais pas de très grand format à ce moment-là. OK, mais quand même. 20-24, 30 par 30, je pense que c'était pas mal le plus grand que je faisais. En tout cas. Et puis, ça s'est su. En tout cas, j'ai eu des demandes de galeries. Ça a pris une première fois, finalement. Ça a pris une première fois, une deuxième fois aussi, là. Oui. Mais quand même, à partir de là, c'est comme si j'étais entrée dans le moule, que j'avais une petite réputation. C'est ça. Parce que tu as nommé, après tes études à l'UQAM, ça, c'est vraiment un point qui m'intéresse énormément. Oui. Parce que tes études, tu les as faites un peu plus tard qu'on serait habitué. Oui. Mais tu as fait quand même plusieurs études, là, mais on parle, mettons, à l'UQAM, tu as commencé... En art plastique. En art plastique, j'avais suivi des cours, j'avais ramassé un certificat là, à l'École des Beaux-Arts, qui était sur la rue Saint-Urbain, à Montréal, parce que j'étudiais en secrétariat, n'est-ce pas? OK. J'aime bien le « n'est-ce pas ». C'était la tendance. C'était la tendance. Soit infirmière ou secrétaire. Et puis, comme je parlais anglais parce que j'avais été pensionnaire chez les Ursulines à Stansted durant 3 ans, de 9 ans à 12 ans, j'avais appris l'anglais sans vraiment m'en rendre compte. OK.
Et puis, on a dit, ça va faire une bonne secrétaire. C'était faux. Hein. C'était faux. Tout ça n'était qu'un mensonge. Oui, c'est ça, une illusion. Mais finalement, j'avais ramassé un certificat, je m'étais toujours promis d'y retourner. OK. Mais la tendance étant, à cette époque-là, je suis vraiment d'une autre époque, là. On se mariait à 20 ans. Ben oui. On avait notre premier enfant à 21 ans, presque. Ouais. Mm-hmm. Et puis, moi, j'ai eu quatre filles. Donc, je m'étais dit, à 30 ans, c'est vieux, 30 ans, quand tu as 20 ans. C'est vrai, hein? Je vais retourner. Ouais. Et puis, mais là, j'étais déjà en galerie. J'avais quelques galeries là, qui me représentaient. Et puis, à 30 ans, j'ai mis au monde ma dernière fille. OK. Donc, ça m'a retardé un petit peu. Sur le projet. Mais ça, c'était pour le bonheur de toute la famille. Quand Ben elle est arrivée, Marilyn, là, c'est sûr. Il faut dire aussi que j'ai eu l'aide de mon mari. Parce que il s'est beaucoup occupé des enfants pendant que j'étais à l'UQAM. OK. Moi, je me suis dit, je vais le faire lentement. Au début, quand je me suis présentée, je voulais pas faire un bac en art. Mais ils n'ont pas voulu que j'entre sans m'inscrire au bac. OK. Puis il avait raison. J'étais tout à fait contre ça, là. Mais il avait raison. Il avait raison. Et puis, je l'ai fait à raison de 2 jours par semaine. Ah, OK. Alors, j'ai été là 6 ans. Tu as été là 6 Quand ans? même! Oh, mais OK, oui, effectivement, l'aide du mari était extrêmement... Parce que tous les processus de création, c'est 2 jours consécutifs. Je prenais un cours du soir en plus, donc ça allait très lentement. OK. Avant de ramasser les 60 crédits dont on a besoin pour avoir un bac. Pour avoir un bac. Puis, à un moment donné, j'en avais tellement d'accumulés que je me suis dit, je suis mieux de faire mon bac. J'en avais tellement... je l'ai terminé. T'avais quel âge quand tu l'as terminé? Quand j'arrivais près de la quarantaine, là. 38 ans peut-être. Là. Wow. OK. Mais c'est le fun parce que, tu sais, souvent, là, on a tellement dans l'idée qu'il faut, à 20 ans, 25 ans, avoir déjà notre carrière, avoir accompli énormément de trucs. Ce que tu avais déjà, en fait, entamé depuis ton plus jeune âge, si je me trompe pas. Oui. Oui. Parce que tu me contais que quand tu étais plus jeune, j'aime tellement cette histoire-là, que tu avais commencé avec une peinture à numéro. Ben oui, c'est que j'avais été pensionnaire, moi, chez les Ursulines, comme je vous ai dit, de 9 ans à 12 ans. Mm-hmm. Et puis quand je suis sortie à 12 ans, quand je suis arrivée chez nous à 12 ans, là, j'avais perdu mes amis. C'est-à-dire qu'ils étaient encore là, mais je les connaissais moins. Je connaissais rien de la mode, des chansons populaires. J'étais vraiment timide. Puis pour m'aider, ma mère m'avait acheté un jeu de peinture par numéro parce que c'était la nouveauté. Bon. La nouveauté. La nouveauté. C'était la nouveauté de la saison. Donc, elle m'avait acheté ça. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis ça m'a vraiment désennuyée là, durant mes vacances d'été. Et puis le marchand, je pense que c'était les peintures Williams, je ne suis pas certaine, m'avait acheté on est allé lui montrer. Fait qu'il m'avait acheté la peinture pour 25 $, puis il l'avait mis dans sa vitrine pour faire la promotion du jeu. C'est fou, donc hein? ben fou comment... 25 piastres. Mais tu sais, ça a tracé quelque chose. C'était ta première exposition, à quelque part. Quand même. Tu sais, puis ma mère était psychologue, beaucoup. Elle affichait mes tableaux. Elle avait un magasin de lingerie. Puis en haut, il y avait une tablette où elle mettait toutes ses nouvelles arrivées. Ce qui venait d'arriver, là, comme sous-vêtements et vêtements de nuit et tout ce que tu voulais. Oui. Elle mettait mes tableaux à travers de ça. Il y avait une fierté. Oui. Mais c'est beau. Mais tu as eu un bon support de tous les gens qui t'ont entouré. Extrêmement, oui. Parce que quand, tu sais, les premières là, qui ont fait, par exemple, l'École des beaux-arts, ça a été dans les années 20, puis c'était pas habituel de voir une femme entrer dans ce monde-là visuel, tu sais, pour les peintres, pour les photographes même. C'était vraiment quelque chose d'assez rare. Et là, toi, ben c'était un petit peu plus tard. C'est plus tard. C'était mieux accepté. Exactement. Vraiment, mais ça reste quand même que quand on disait, ben je veux aller faire ça pour faire des arts, quand on est une mère de famille, c'était quoi la perception? J'ai des amis qui étaient complètement contre. Oui. Qui étaient contre? C'est-à-dire qui n'étaient pas d'accord. J'avais une amie en particulier là, qui ne comprenait pas ça. Ah ouais? C'était pas classique. C'était pas classique, puis elle avait peur que je change. Et puis OK. Je devienne, oui. La peur, hein, que ça peut faire. Ah! Mais
À part cette personne-là, non, pas vraiment. Faut dire que je continuais ma vie sociale et familiale là, de la même façon. On faisait tout en même temps dans ce temps-là. On faisait tout en même temps. D'ailleurs, moi, j'ai fait un tableau justement là-dessus. J'ai fait une série de tableaux là-dessus sur les femmes pressées, les hommes pressés. Wow. Des femmes qui passaient au travers des portes tournantes de magasins, qui attendaient l'autobus, qui couraient pour aller trouver une auto ou un taxi. Des gens en mouvement. Je faisais dans ça là au début, je faisais surtout des gens en mouvement. Parce que j'étais très en mouvement aussi. Donc, je faisais des scènes de la vie quotidienne. On avait plein de parties dans ce temps-là, puis tout le monde était habillé en noir. J'ai fait toute une série sur le beau monde en noir et blanc. Et puis, bon... Tu étais inspirée par ce courant-là. Là, j'avais pas le temps de penser à autre chose. Je m'inspirais parce que je voyais. J'avais une bonne mémoire visuelle. Et puis... tu étais pressée, toi aussi. Oui. Oui, c'est ça. Je peignais aussi très rapidement, puis je travaillais à l'huile dans ce temps-là, mais ça fait pas longtemps que je travaille à l'acrylique. J'ai toujours travaillé à l'huile. Et je mettais mes tableaux dans le congélateur pour pas qu'ils sèchent. Parce qu'on avait des gros congélateurs tombeaux. C'est ça que j'allais dire. Et puis, je mettais mes tableaux, parce que je peignais le soir. OK. Et puis, je mettais mes tableaux dans le congélateur pour pas qu'ils sèchent. Ouais. Wow! Fait que donc, on s'occupait de la famille, après ça, on les ressortait. Oui, c'est ça. Quand même, hein? Ouais, puis même, tantôt, tu parlais du support de ton mari. Oui. Tu sais, c'est essentiel. C'est essentiel. J'aurais pas pu le faire autrement. Mais avouons, là, tu sais, parce qu'on n'arrête pas de dire que, il y avait une charge mentale à l'époque aussi, quand même. Oui. Mais ça aurait pu être perçu, par exemple, par un autre homme comme un amusement, comme un divertissement. Oui. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tout ça a été, c'est parce qu'il était probablement très généreux, puis il croyait en toi et tout ça, mais il fallait quand même faire sa place là-dedans? Je pense que c'est mon attitude. Je pense que oui, moi, c'est ce que je voulais t'amener à dire. Je pense que c'est mon attitude. J'étais passionnée de toute façon par ce travail-là. J'étais encouragée aussi parce que mes tableaux se vendaient. Ça, c'est vrai. C'est un encouragement, là, ça, c'est un moteur. Et puis, je pense que j'avais beaucoup confiance en moi. Mais c'est bon, on fait tout le temps dire « je manquais de confiance », mais je pense que j'ai moins confiance maintenant qu'avant. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Le mode de vie, toute la nouvelle façon de présenter ton travail que j'ai pas, moi, que je connais pas vraiment. J'ai eu quelqu'un qui le faisait pour moi là, un bout de temps, mais je ne l'ai plus. Alors, c'est moins facile pour moi. Même de mettre des choses sur Facebook. Là. Je le fais de temps en temps. Là. Je suis capable de le faire. Mais je remets toujours à plus tard. Tu sais. Je le ferai demain, je le ferai... cette partie-là, c'est parce qu'elle est devenue essentielle à un moment donné. Elle est devenue essentielle dans le monde dans lequel on vit. Oui. On peut plus se représenter sans être sur les réseaux sociaux, en fait. Es-tu d'accord avec ça? Moi, je me fie aux galeries. Là, OK, ouais. Parce que je suis encore avec les galeries, donc eux font la promotion du travail. Oui, 100%. Eux autres font la promotion du travail. Et j'ai vraiment besoin d'eux pour ça. Là. Est-ce que ça, je suis curieuse parce que par rapport aux galeries, est-ce que quand on vend une de tes œuvres, il y a un montant qui est prélevé qui va à la galerie? Oui. Mais est-ce que, même s'il n'y a pas une vente, il y a un montant qui t'est chargé pour tout ça? Mais chargé? Non, pas du tout. C'est vraiment la vente. C'est la vente. C'est la 50 vente. Puis est-ce qu'ils payent pour aller exposer? Mais parce que, tu sais, au niveau que tu es rendu... oui, si tu exposes dans un musée ou si tu exposes dans certaines expositions où tu as un cachet. Mais pas les galeries. Okay. Non. 50 c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, mais il faut penser qu'ils ont un loyer je suis d'accord. à payer. Ils font toute la promotion. Ils font la promotion. Ils s'occupent d'aller essayer des tableaux chez les personnes. Wow. Oui. Et puis, ils font vraiment... Ils mettent ton œuvre... Oui, la font connaître. C'est ça. Oui, je suis d'accord. Puis, est-ce que si tu ne vends plus avec eux, il y a un moment où ils font « Hey, on est désolé, on ne te représente pas ». Ça m'est pas arrivé.
C'est sûr, c'est René. Ah, Elle a ben non, vendu c'est 30 ça. tableaux à sa première exposition, je veux dire. Ouais, mais- Bonsoir. Oui, mais maintenant, les prix ont monté, donc ça se vend moins vite. Ouais, oui, absolument. Puis Ouais. pourquoi, tu sais, comme je suis vraiment moins familière, puis j'ai le goût qu'on en parle parce que, par exemple, une œuvre au départ, il y avait des petits formats, mais tu as fait de très grands Ah, formats. j'ai fait des Des murages, j'ai fait des grands formats. C'est ça. Oui. Mais c'est à l'intérieur de mon bac que j'ai fait ça. Ah, d'accord. C'est là que j'ai découvert plein de choses. D'abord, à travailler sur des supports différents que la toile, le papier. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur le papier. J'avais beaucoup de plaisir. Je voyais beaucoup de choses sur mon papier, là. Ça m'inspirait beaucoup. Ensuite, travailler le grand format. Faire un peu de sculpture, faire de l'art d'impression, tu sais. J'ai appris énormément, moi. Je pense, j'allais juste pour comment je dirais bien, donc? J'allais là pour me rassurer sur ce que je faisais. Parce que j'avais fait une exposition à Toronto. C'était ma première exposition à Toronto. Dans ce temps-là, j'étais avec Michel Biguet, les galeries Michel Biguet. Il y avait Biguet et Nasler. Ils s'étaient associés à quelqu'un pour ouvrir une galerie à Toronto. C'était ma première galerie à Toronto. On est monté avec des amis la veille, puis on s'est dit, après souper, on va passer pour voir où est située cette galerie-là. Puis qu'est-ce qu'il y a dans la vitrine. Puis on est arrivé, puis il y avait des gens qui étaient sur des chaises longues. Ils passaient la nuit. Hein? Oui. On est débarqués, on a jasé avec eux autres. Qu'est-ce que vous attendez? On dit, on est ici, on se relaie pour avoir le premier choix demain pour les tableaux de René Durocher. Ben voyons. Ben oui. C'est mal. Puis si j'avais pas été avec des amis, je serais gênée de le compter parce que ça allait pas vrai. Ben c'est donc ben chouette. Non, mais... Ouais. Puis à l'ouverture de la galerie, moi, quand je suis arrivée, là, l'ouverture était à 11h, je suis arrivée vers 10h30. Tout le monde avait un billet. Puis ils passaient chacun leur tour pour choisir le tableau. Wow. Et toute l'exposition était vendue. Moi, je me suis dit, ça se peut pas. Ça se peut pas, je suis pas connue. Pourquoi je vendrais tous mes tableaux à Toronto? C'est sûrement le marchand qui a du talent pour vendre des tableaux. Elle sait pas son talent de peinture. Et c'est ça qui m'a motivée à aller m'inscrire à l'UQAM. Ah, wow. Ça, t'étais même pas rendu à l'école, là. C'était avant. C'était avant. Ah, ouais. Ouais. C'est ça qui m'a décidé à m'inscrire au niveau du bac. Puis quand tu étais dans le bac, est-ce que tu as continué à produire quand même pour des galeries? Oui. Donc, oui, mais j'ai changé. Okay. Donc, il y a des galeries qui étaient moins intéressées par ce que je faisais. Qu'est-ce qui a changé dans ta thématique? Ben, c'est devenu une peinture. Tu sais, je faisais surtout des scènes de la vie quotidienne. Donc, je faisais des hommes d'affaires. Je faisais les cadres avec... c'était 8 hommes et une femme. Je dénonçais beaucoup de choses. Là, oui. Et puis, ça se vendait très bien. Les gens se reconnaissaient là-dedans. Ensuite, j'ai eu une peinture qui était plus expressive, plus libre, plus abstrait. Mais pas abstrait. J'ai jamais... ce que je fais maintenant, c'est beaucoup plus abstrait, mais il y a quand même un élément figuratif. Il y a toujours un élément figuratif qui sort, là. Ouais. Puis ça, je le repousse pas, je le fais. Donc, je peux pas dire que je fais de la peinture abstraite. Non. Mais la peinture a beaucoup changé. Et j'ai une galerie, entre autres, qui m'a dit non, moi, je suis pas capable de vendre ça. Ah ouais, hein? Oui. Oui. Parce que si tu me disais, est-ce qu'ils disent parce qu'ils n'ont pas vendu depuis longtemps? C'était pas ça. C'était vraiment... Mais les galeries, pour accepter un artiste, il faut qu'il ressente quelque chose. Oui. Parce qu'il ne pourra pas le vendre autrement. C'est vrai. Pour eux aussi, là, c'est important de ressentir ce que l'artiste fait et de pouvoir le transmettre. Alors, c'est ça. Puis quand justement, ça ressemblait moins, les gens se reconnaissaient moins, peut-être? Bien, j'ai changé de galerie. C'est ça. J'ai travaillé avec d'autres galeries qui, eux, étaient intéressés à cette forme d'art-là. Puis est-ce que tu as réussi à aller chercher quand même ton public, là? Oui. Bien, un autre public, mais il y a des... Il y a même... oui, c'est une anecdote intéressante, ça. Je venais d'entrer dans la galerie Jean-Pierre Valentin. Puis j'étais là pour une exposition. Puis il y a ce monsieur-là qui se présente à moi, qui me dit, je suis un homme d'affaires, j'ai une usine,
et j'ai 30 de vos tableaux dans mes bureaux. Est-ce que vous aimeriez voir ça? J'ai dit oui. Et quand je suis allée voir, c'est vrai, il y avait 30 de mes tableaux là, un peu partout dans ces bureaux. Mais il m'a dit, j'achèterai pas vos nouvelles productions parce que ça me touche moins. Ah. Fait qu'il y avait 30 de mes tableaux, mais il n'a pas continué à acheter de mes tableaux parce que pour lui, ça représentait pas la vie. Ça touchait pas une corde sensible. Mm-hmm. Ouais. Mais puis on peut aimer juste une portion de l'artiste, tu sais, comme on a plusieurs artistes qui ont des périodes précises, puis je pense que ça fait partie aussi du processus de l'artiste. Ben, c'est tout à fait acceptable. Ouais. Moi, je comprenais ça. Puis est-ce que des fois, tu t'es re-questionné dans ton parcours à savoir est-ce que j'irais pas encore un peu voir si j'ai quelque chose à dire, là? Non. Non? C'était vraiment un épisode fini. Je les vois plus. Moi, la façon dont je travaille, c'est que j'installe la couleur. Tu m'as vu, tu as pris des photos. Bon. J'installe la couleur avec un pinceau très large, je prends du recul et la toile me parle. Il y a un élément qui apparaît et je travaille autour, je cerne cette forme-là. Tu sais. Je n'ai jamais d'idée préconçue quand je commence un tableau. Avec les séries, ça va mieux parce que quand tu fais une série de, je sais pas, 20, 30 ou 40 tableaux, souvent, un tableau en amène un autre. Je dis, 100%. Tu commences un tableau, puis tu as une idée pour le prochain. Oui. Tu sais? Donc, ça s'enchaîne. Mais à l'époque, je ne travaillais pas comme ça. T'as-tu une série qui te parle plus maintenant avec un peu de recul, avec tout ce que tu as fait? Tes voyages aussi. Oui, parce que c'est une de tes thématiques. Mais les voyages aussi, ça m'a aidé beaucoup parce que, en fait, le premier que j'ai fait, je pensais pas là, d'en parler. Ça m'est arrivé comme ça, là, tu sais. Puis il y avait toujours un sujet, soit un lieu visité, soit un paysage, soit... C'était jamais la même chose. Les escaliers roulants de la Russie, je veux dire, les escaliers roulants dans les métros, c'est ça qui m'a inspiré. C'était ton premier voyage, c'était où, juste pour... C'était en Turquie, et c'est la basilique Sainte-Sophie. OK. Qui m'a impressionné, beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a des fresques dorées, là, de feuilles d'or, qui existaient au moment où c'était un temple chrétien. Et puis, il y a tous les tableaux musulmans où il n'y a aucun personnage dedans, juste des formes, des couleurs, parce que les autres, ils ne mettent pas de personnages. Et c'est magnifique. Les deux côtoient très bien, c'est magnifique, c'est impressionnant. Donc, j'en ai parlé beaucoup de la basilique Sainte-Sophie. Ça a été un de tes sujets... C'est peut-être parce que c'est un des premiers, là. Mais j'ai travaillé avec des collages. J'ai communiqué avec la Turquie, avec ceux qui avaient imprimé les livres dont je me servais pour me servir de ces images-là. Wow. Les gens sont tellement ouverts à ça que moi, je m'attendais à payer quelque chose pour me servir des photos. Ouais. C'est pour ça que je voulais pas me servir de photos sans avoir la permission du photographe ou pas de la compagnie, mais je sais pas comment ça fonctionne, là. Moi, j'avais appelé à l'ambassade. Puis, il m'avait donné un numéro de téléphone, puis j'ai appelé ce numéro de téléphone. Oui. Et puis, il m'a dit, vous pouvez vous en servir, c'est certain. Je vous envoie ça par écrit, j'ai les lettres, là. Ouais. Avec la permission de m'en servir. Et puis, il était vraiment... c'est surprenant. Oui. C'est surprenant parce l'ouverture des gens. L'ouverture des gens. Et puis, je me suis servi de ça comme collage. J'ai fait des collages longtemps. Avec la Chine aussi, les soldats d'Oxiane. Oui, je me rappelle. Oui. Fait qu'il y a eu la Turquie, il y a eu la Chine. Il y a eu la Chine, il y a eu la Grèce. La Grèce. Le Vietnam. Le Vietnam. Oui, le Vietnam. Le Vietnam. Puis la Russie. La Thaïlande. Il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup. Hein? Oui, puis moi, ce que j'aime de René, c'est que c'est hyper ancré dans quelque chose. Tu sais, il y a quelque chose de l'humanité. On sent le côté terrien
de ça. Ouais. Et ce que j'aime, c'est qu'elle peut s'intéresser à tout ça. Puis tu as fait aussi une série sur les craques de trottoir. Oui. Et ça, j'ai fait « wow ». Et j'ai commencé moi-même à les remarquer plus après. Puis c'est comme, c'est vrai que ça parle des fois. Il y a, tu sais, c'est... Non, mais Attends, mais les craques de trottoir, c'était ton inspiration? Ben, faut que tu l'expliques, oui, là. faut que tu nous l'expliques. Je pense qu'il y a plein de monde je pense qui que écoute. je vais l'expliquer. C'est que quand la COVID a pris, on était en Espagne, nous. OK. On a dû revenir. On a pris 4 avions pour revenir. Oh my God, OK, ouais. Ça a été difficile. Et puis, après ça, ben, on a arrêté de voyager presque pendant plusieurs années. Ouais. Puis moi, ben, moi, comme exercice, là, je marche pas quotidiennement, mais tous les 2 jours. Parce que je suis matinale, puis je suis productive le matin. Mm-hmm. Donc, si je marchais tous les matins, je n'irais pas à l'atelier. Donc, c'est à tous les 2 jours. Puis je me suis mis à remarquer mon parcours, puis c'est en ville là, que je marche. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment des trottoirs ou du ciment. Et je me suis mis à observer C'est peut-être parce que c'était la COVID aussi. Okay. À observer la nature qui reprend sa place dans les craques là, le petit verre là, qui pousse, là, ou parfois un pissenlit qui sort de ça. Je me suis mis à observer ça, puis j'ai trouvé qu'il y avait on laissait beaucoup de traces sur nos trottoirs. Ouais. Ne serait-ce que les pieds, les semelles des chaussures dans un béton qui est encore frais. Oui. Ouais. Ou l'écriture, ou les chiffres que les contracteurs laissent par terre, ou ceux qui réparent les trottoirs. Comme une petite histoire. Une petite histoire. Les pattes d'ours dans les circuits scolaires. Plus on regarde, là, on remarque, c'est quelque chose qu'on remarque peu, mais qui en dit long sur notre parcours. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Fait que tu as fait une série sur ça. Je suis encore là-dedans. Ah, wow, OK. Oui. Mais 5 ans de craque de trottoir. 5 ans de traque de trottoir. non, mais je trouve ça bien parce que c'est comme, on est dans la recherche, mais c'est encore là, c'est une trace qui est laissée. C'est une trace, oui. Puis, il y a beaucoup ça dans ton parcours, d'aller rechercher. Bien, il y avait beaucoup d'intérêt pour l'histoire de l'humanité aussi, à travers les voyages, là. Oui. Beaucoup d'intérêt pour ça. Et puis, la place des femmes aussi, la place des femmes dans ces pays-là, à cette époque-là. C'est tous des monuments construits par des hommes. Oui. C'est tous pas des présidents, maintenant on parle de présidents, mais on a ça dans la tête, là. Mais des rois, je trouve pas le mot, mais... Des présidents, des rois, des ministres, des chanceliers. Non, mais... Des architectes ou... mais tu sais, c'est des gens c'est tous des hommes célèbres qui ont construit. Oui, les soldats d'Exiam aussi, c'était de faire toute son armée en terre cuite. Ouais. Chaque statue, chaque sculpture, c'est pas une sculpture parce que c'est du ciment, là, mais chaque personnage est différent, a une armure différente. C'est impressionnant de voir ça. Puis je me dis, ils ont construit ça pour traverser le temps, pour être encore... Puis ça marche. Ben oui, ça parce qu'on reparle d'eux des siècles plus tard. Non, ça c'est vrai, t'as raison. La place des femmes, je trouve ça intéressant parce que veux pas, c'est un sujet qui est encore d'actualité en art, puis aussi dans le monde dans tout, là, oui, c'est ça, dans tout. Oui. Est-ce que tu as réussi à, tu sais, comment je pourrais dire ça, à traduire ça facilement aussi dans tes œuvres? C'est quelque chose que tu as voulu traduire dans tes œuvres? Oui, je l'ai fait dans la série de la Turquie parce qu'il n'y avait pas de femmes. Jamais dans la représentation visuelle. J'ai placé une femme de notre temps au premier plan, tout le temps, qui faisait le lien entre le passé et le présent. Ah, wow. Dans toute cette série-là, il y a toujours une femme. Puis c'est ce qui intriguait les gens. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait une femme au premier plan? Parce que c'est une femme moderne. Ben oui. Okay. Et puis,
C'est curieux, hein, c'est à New York que cette série-là, c'est le plus vendu. Dans une galerie, je pense que c'était des Juifs qui étaient propriétaires de cette galerie-là. Il y avait une grosse clientèle. Et puis, quand on parle de confiance en soi, à ce moment-là, moi, je venais de Washington j'avais fait une exposition, ça avait très bien marché. J'avais fait un catalogue, parce que dans ce temps-là, c'était important d'avoir un catalogue pour entrer dans une galerie. Surtout les galeries américaines, nous autres, ça prenait un catalogue. C'est pour ça, juste pour que ceux qui connaissent pas, c'est quoi un catalogue? Là? Le catalogue, c'était un petit, comment je dirais donc? Une revue? Une revue avec les photos, peut-être une dizaine ou une quinzaine de photos de cette série, des œuvres. Puis il y avait la démarche artistique qui allait avec, je pense? Très peu. Ah ouais? Très peu. On mettait ce qu'on voulait dedans, là. La démarche artistique était moins importante dans ce temps-là. C'est comme un portfolio, presque. Il y avait bien sûr le CV. Oui. Avec toutes les expositions que tu avais faites. Oui. Puis une démarche, une petite démarche artistique, là. Oui. Ouais. Puis des photos, des bonnes photos. Ouais. Donc, tu étais avec de la confiance à Washington, puis tu es arrivé à New York. Ben là, j'avais très bien vendu. Fait que j'ai dit à Louis, mon mari, j'ai dit, on devrait arrêter à New York. Il dit, OK. Il dit toujours OK. Wow! Louis, pour ça, oui. Il était, oui. Et puis, lui, il était habitué de conduire dans New York. Donc, ça allait bien. Il était habitué de conduire à New York? Oui, oui. OK. Oui. Alors, on est allé sur la rue, dans Soho, c'était à la place, là, dans ce temps-là. Oui. Mm-hmm. Et puis, j'ai fait plusieurs galeries qui m'ont dit non, faut vous envoyer ça à notre bureau central, et puis c'est eux qui décident et tout ça. Puis, je suis arrivée dans une galerie sur la rue Prince, vraiment, à New York. Et puis, c'était un employé qui était là. Puis, il m'a dit, moi, je trouve ça intéressant, laissez-moi votre catalogue, je vais le montrer. Puis, 2 jours après, je recevais un téléphone. Wow. On est remonté porter des tableaux. Ah oui, c'est ça. Quand on les a laissé la galerie, ils les ont mis dans la vitrine. Tout de suite, ils les ont mis dans la vitrine. On était allé prendre un bon martini. Ben oui, ça célèbre. Hein? Ça et en venant, on a passé devant la galerie, mes tableaux étaient dans la galerie. Aïe, wow. Dans la vitrine du galerie. Ouais. Puis t'avais vendu? J'avais quand même pas... Moins vendu que dans les galeries où j'étais connue, mais j'avais quand même bien vendu. Ouais. Puis, tu sais, mettons qu'on parle de prix, là. Tu sais, une œuvre, dans le temps, les premières que tu as vendues. Je m'en souviens pas. Tu te rappelles pas? Je m'en souviens pas. Ça ne devait pas être cher. Non. Non. Parce que quand tu commences, c'est pas dispendieux. Puis maintenant, est-ce que justement ta notoriété, le fait que tu as été partout, tu as vu justement tes prix s'ajuster à la hausse? Oui, c'est ça. Oui. Puis, est-ce que quand tu vois ça, tu disais tantôt que ça se vendait un peu moins parce que c'était rendu cher? Oui. Ça, c'est parce que toi, tu as ta valeur qui a augmenté. Ben oui, mais ça, c'est le cas de plusieurs artistes. Ben oui. C'est le vécu de plusieurs artistes. Quand ta valeur augmente, tu vois ton nombre d'œuvres diminuer? Ben. Parce qu'en même temps, si la valeur augmente, c'est que l'offre et la demande, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Tu sais? Fait que, à un moment donné, t'as pas le choix de monter tes prix. Si tu vends 30 tableaux, t'exposes 30 tableaux, t'es vends toutes. À partir de ce moment-là, t'avais pas le choix de monter tes prix dès cette première expo. Je pense pas que je les ai montés tout de suite. Non. Ça a été vraiment très, très lentement. Oui. Très lentement, mais est-ce que c'est toi qui décidais d'augmenter tes prix ou? Ben, on me le proposait à un moment donné. OK. Oui, c'est ça. C'est moi qui choisissais, c'est certain. Oui. Mais mettons, les galeries qui te représentaient étaient quand même derrière toi, j'imagine, pour t'aider et t'influencer dans cette démarche-là. Oui, mais je me souviens pas d'avoir angoissé là, par rapport à ça. Ou d'avoir... Puis, est-ce que tu peux dire, René, ça fait combien d'années de carrière, là, mettons? Ça fait plus que 40 ans. Là. Je dis toujours 40 ans, c'est un beau chiffre. Mais ben oui. C'est facile à retenir. Puis, mettons, là, avec ces 40 ans-là, est-ce que, comment je pourrais dire, il y a des fois où est-ce que tu te disais, ben, j'arrête ça? Non. Jamais. Ta confiance était là, ta passion était là. Non. J'ai toujours... Puis, j'ai eu des... C'est sûr que j'étais longtemps à peindre dans mon sous-sol, là. Oui.
Mais après ça, j'ai eu un très bel atelier là, À l'Impérial. Ouais. Mhm. Tobacco, là, où est-ce qu'il y avait les artistes réunis. Oui, j'ai un très bel atelier. Puis mon atelier au Centre culturel aussi. C'est un atelier très lumineux. La lumière est parfaite. Ouais, t'es situé au nord. Puis quand tu entres dans ton atelier, tu entres pour travailler, dans le fond. C'est vraiment un lieu de travail. C'est un lieu d'inspiration. Puis, en fait, je dis toujours, puis ça, c'est un prof de l'UQAM qui disait ça, je me souviens pas de son nom. Il me semble que c'est une femme, je ne suis pas certaine, mais en tout cas, qui disait toujours, pour réussir, ça prend les 3 D. OK. Le désir, la détermination et la discipline. Ah oui. Et ça prend vraiment ces 3-là. Et elle avait raison. C'est vrai. Plus j'avance, là, plus je me rends compte qu'elle avait raison. Ben oui. Puis est-ce qu'il y a un de ces dés-là que tu trouves plus difficile à... Là, actuellement, c'est la discipline. C'est ça, hein? Je pense que c'est le problème de tous les artistes, c'est de garder une bonne discipline. C'est la discipline. C'est comme l'écrivain qui s'installe devant une page blanche, puis qui le soir, sa page est encore blanche. Les creux d'inspiration, ça arrive. Ben oui. 100%. Ça arrive. Ben oui. Donc, c'est pénible, là, mais ça arrive. Oui. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, c'est encore possible de vivre de son art quand on est artiste peintre? Aujourd'hui, oui, ça, c'est certain, mais je pense que les jeunes qui commencent sur le marché, là, ça sert beaucoup des réseaux sociaux, vendent un prix abordable, et puis réussissent quand même à vendre pas mal de leurs tableaux. Le problème, c'est que la peinture, c'est pas juste une belle image. C'est pas de faire un beau tableau, de faire quelque chose de joli, quelque chose qui est au goût du jour. Ça n'a rien à voir. Un tableau, il faut que ça s'inscrive dans une durée. Moi, c'est ce que j'espère, en tout cas. C'est que mes tableaux s'inscrivent dans une durée et que dans des années plus tard, les gens, ils voient encore quelque chose qui les touche. Quand tu dis s'inscrit dans la durée, on parle de l'émotion que ça donne aux gens ou on parle plutôt de tout le processus que l'artiste a à travers sa création d'œuvre? Non, je pense que c'est plus l'émotion parce qu'il y a des sujets qui sont toujours là. Oui, en effet. Absolument. Malgré le temps qui passe, là. Oui. Il y a, alors, qui reconnaissent quelque chose qui les touche, qui vient les chercher, qui les touche. Oui. C'est d'ailleurs ton moteur à toi. Oui. Fait que probablement que c'est ça. Mais il y a toutes sortes de façons de le faire, le métier, là. Mais oui, tout à fait. Il y a toutes sortes de façons. À l'époque, il y avait presque juste les galeries. Si on voulait être vu ailleurs que dans notre patelin, pour sortir du Québec ou pour sortir même aller dans des villes... au Québec, il y a Québec, Montréal, qu'il y avait des galeries. Ouais. Maintenant, il y en a dans plusieurs municipalités. Oui. Il y a les centres culturels. Ouais. Il y a les centres d'exposition. On n'avait pas ça dans ce temps-là. Non, c'est ça. On exposait avec les artisans dans l'aréna à Granby, là. Oui, c'est ça. Oui. On est Un peu plus impersonnel. On allait au Ben, on présentait notre travail, puis après, des fois, il y en a qui achetaient. Ceux qui achetaient, c'était des amis, c'était la famille, c'était ça au début, là. Oui, ben je pense que c'est tout le temps ça dans les débuts aussi. Ouais. Mais quand même, ça reste motivant de voir qu'il y a quand même que la façon que ça se fait aujourd'hui, oui, ça l'a changé, mais que l'art a toujours sa place. Oui. Je pense que ça va... La photographie aussi prend beaucoup de place maintenant. Oui. Ben, de moins en moins, là. Tu sais, moi, comme photographe, quand je regarde sur les réseaux sociaux puis que je vois que les gens prennent une photo avec leur cellulaire puis après le mettent dans une intelligence artificielle pour se mettre professionnel, des fois, tu sais, oh, shoot, OK, on s'en va là. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. Mais en même temps, comme j'ai dit, moi, dernièrement, la photographie commerciale va changer assurément, mais effectivement, la photographie artistique a toujours encore un espace puis une possibilité qu'on développe. Pour t'encourager, là, moi, je suis allée à l'exposition Plurial. Et puis,
je dirais que chaque galerie avait des photographes. Oui. Et que la photographie était, moi, je dirais, la vedette de l'exposition. OK, j'aime ça, entendre ça. Oui. Mais effectivement, la photographie, maintenant, c'est un médium qui est un peu plus respecté qu'il l'était probablement à l'époque. Ben, je dis ça, en même temps, je regarde des photographies d'époque, puis des fois, je suis comme, c'était des artistes, là, c'est impressionnant des fois. Mais j'ai l'impression que ça a le plus sa place, là. Tu sais, moi, je me souviens, quand je suis sortie de l'école, on avait fait une exposition juste de photographie, puis il y avait une entrevue à radio, puis l'animatrice disait « Ça fait du bien de voir un peu de photographie, on n'en voit pas beaucoup, puis c'est moins respecté. » Puis là, j'étais comme « Ah oui! » J'avais comme appris ça sur le moment. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ben moi, en tout cas, je veux dire merci, Renée, parce que je me rappelle que tu étais comme dans les modèles aussi d'artistes qui étaient près de moi, qui avaient sa vie d'artiste, qui avaient sa vie de famille, qui donnaient de la place aussi au patrimoine dans ta vie. Puis, pour moi, ça a été hyper porteur parce que je me rappelle qu'après avoir eu mes enfants, à un moment donné, j'avais moins de place, d'espace mental pour la création. Puis, quand t'as l'impression que ça s'éloigne de toi un peu, là, c'est bien paniquant. Puis j'étais arrivée à un moment donné pour une entrevue avec Renée. J'ai dit, toi, Renée, si tu es revenue, t'as-tu eu ça? Puis ça m'avait comme... Pour moi, c'était vraiment important, tout ce que tu m'avais dit cette fois-là. Il y a quelque chose que j'ai toujours dit à mes filles, moi. On peut tout avoir dans la vie, mais pas en même temps. Alors, il y a des étapes. C'est ça. Il y a des étapes qu'on veut passer là, en tant que femme. On veut avoir nos enfants, on veut avoir une vie familiale. Alors, il y a des moments dans la vie où tu n'as plus de place pour ta passion. Tu n'as plus de place pour ta passion. Non, c'est ça. Puis ça, c'est déstabilisant quand tu l'as eu avant, cette passion-là. Puis que... Mais toi, c'est vraiment ce que tu as vécu quand tu as eu tes enfants. Il n'y avait plus de place pour... En fait, j'étais plus dans... comme la survie, tu sais, de faire, OK, ça va, là, je vais travailler, mais la place de la créativité était moins là. C'était plus comme des commandes. Tu sais que ça peut revenir parce que, tu vois, à un moment donné, ça va moins te prendre de temps de t'occuper de ta famille. Les enfants grandissent, les enfants ont leur vie. Oui, absolument. Ben oui, je le vois déjà. Mais ça m'a pris comme vraiment des gens comme Renée que j'ai rencontrés qui me fait comme, tu sais, ça va revenir, là, tu vas. J'ai fait, OK, je l'ai mis dans mon cœur, ce moment-là. Puis je me dis, ah oui, OK, parfait. Non, mais puis je pense que tu as un grand respect aussi pour le temps qui passe. C'est comme quand on a discuté, à un moment donné, tu as dit, tu sais, avant 40 ans, ça se peut que ça soit pas clair et défini qu'est-ce qu'on veut exprimer comme artiste. Si on veut s'exprimer comme artiste, il faut avoir quelque chose à dire. Effectivement. Il faut avoir quelque chose à dire. Puis avant... ça dépend comment tu vis ta vie. Si tu vis seul ou en couple jusqu'à 40 ans puis que tu as du temps, ça va sortir avant. Mais si tu as une vie occupée puis que... Moi, je dirais que tu as plus de choses à dire à 40 ans qu'à 20 ans. Oui. Tu ne sais pas parce qu'à 20 ans, tu penses que tu sais tout. Oui. Puis à 30 ans, tu te dis, mon Dieu, maintenant, je connais tout ce que j'ai à dire. J'ai vécu ma vingtaine. Moi, je n'ai pas encore topé de 40 ans, mais je suis pas mal sûre que dans quelques années, je vais arriver, je vais dire, mon Dieu, je savais rien à 30 ans. C'est ça qui est beau, je trouve, en vieillissant. On fait comme... Il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Oui, c'est ça. Il y a une vision aussi, la vie, tu sais, la vision qu'on a sur la vie, veut pas se transformer avec l'âge. Tout à fait. Puis ça peut être d'une belle façon, ça peut être exprimé de plein de façons. J'ai aimé ça, tantôt tu as dit dans ta série où est-ce que, de départ, là, où est-ce qu'on voyait des gens pressés et tout, tu avais un côté qui revendiquait plus. C'est ce que tu disais. Le côté féministe, oui. C'est ça. Oui. Bien, c'est parce que en tant que femme, on le ressent, ça, on le sait que ça existe. Ben oui. Donc, faut en parler, faut... Puis dans tous les domaines, on voit plus de femmes au musée, exposées dans les musées. Au Musée des Beaux-Arts, ils font des acquisitions de plus en plus de femmes artistes, mais on voit moins d'expositions temporaire, là, qui va durer 2-3 mois, de femmes artistes que d'hommes artistes. Oui. Encore.
Je lisais en fin de semaine, là, François Sullivan, 102 ans, qui va encore être dans la presse. 102 ans, François Sullivan. Oui. Elle va encore à son atelier. Elle peint encore debout. Encore debout? Oui, elle avait fait une exposition là, actuellement à Montréal. Wow. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou, ben oui, c'est beau. Premièrement, se rendre à 102 ans, c'est complètement fou. Puis de continuer de créer. De continuer de créer. Tu sais à quel point la création, c'est vraiment ancré. Mais vraiment, elle l'a encore. Là. C'est fou. Est-ce que c'est une de celles qui t'a inspiré? Oui, c'est exactement vers là que je m'en allais. Oui. Betty Goodwin aussi. Goodwin, que j'ai beaucoup... j'ai vu plusieurs de ses expositions au musée. Mm-hmm. Et puis, une fois, elle était là en présentiel. Là. Elle était présente à son exposition. On posait des questions. Oui, c'est des femmes inspirantes. Oui. Et toi, tu es une femme inspirante. Mais moi, j'ai toujours aimé te voir aller. Tu sais, je t'ai connue... toi, t'es rentrée en même temps que moi au Centre culturel France-Arbour. Oui, c'est possible. Autour de 2014, si je me trompe pas. Mais je faisais partie du comité, là. Oui, c'est ça. Oui. Puis, à partir de là, on a appris à se connaître. Puis, t'étais vraiment une personne que... puis encore aujourd'hui, là, je l'ai mis au passé, mais c'est au présent. On voulait tellement cette salle-là. On voulait lâcher les arénas. Oui, c'est ça. Non, mais c'était... On voulait tellement avoir une salle d'exposition. Oui, parce que quand tu dis que tu étais sur le comité, tu étais sur le comité de Boréor, qui est la salle d'exposition communautaire de... Oui. Mais tu sais, on dit communautaire, mais je pense que ça veut quand même avoir une vision assez pro aussi là, dans les artistes. C'est une magnifique salle. Là. C'est très beau. C'est une ancienne chapelle. C'est ça. Puis comment le lieu vous a inspiré d'aller... comme je dis. C'est pas moi qui étais là au départ. Là. Oui, c'était Daniel Beauregard puis René Leroux. Ouais. C'est eux qui ont été les fondateurs, qui ont pensé à faire une salle d'exposition là, qui ont fait des démarches avec la ville et tout ça. Fait que, tu me donnes le goût. Oui, prenez une gorgée d'eau. Prends le temps de prendre une bonne gorgée d'eau. Je reviens parce qu'il y a un parallèle à faire avec toi, Catherine. Quand on a des œuvres qui ne trouvent pas preneur, ça arrive, j'imagine. Oui. Bon, Catherine aussi. Tu m'as d'ailleurs vendu pour pas cher. Ah, oui. Tu te rappelles? Moi, j'ai fait plusieurs façons avec mes œuvres. Moi, j'en ai détruit beaucoup aussi. Ah, ben moi aussi. Ah oui, détruire des œuvres. Moi, ça, excusez-moi, mais il va falloir qu'on m'explique, je comprends pas. Les filles sont toujours scandalisées. Mais je suis scandalisée. Pas, là, mais... c'est qu'à un moment donné, on trouve qu'on a trop d'œuvres. Et puis, il y a des choses qu'on sait qui sont... On connaît nos bons tableaux. Tu le ressens quand c'est bon. Tu le sais. Puis, il y a des choses qui sont plus moyennes. Fait que si tu as à détruire des tableaux, tu vas avec ceux-là. Oui. Mais je pense que tous les artistes font ça. Mais donc, Catherine, tu pensais que j'étais pas un bon tableau, tu m'as détruit. Non, mais vous irez voir sur nos réseaux sociaux là, de Artist Inc. Catherine, tu pourrais remettre cette scène-là parce que, non, mais tu as décidé de te départir de tes photos. Oui. C'était des concepts, là. On avait des concepts et tout. Puis, j'étais comme, c'est fou. La personne est prête à vendre son œuvre pas cher, là. Mais les gens, nécessairement... Ils vont pas l'acheter nécessairement pour ça. Ben, comme tu dis, c'est l'émotion. Puis moi, je suis dans Exact. Je suis beaucoup dans une installation de scène au départ. Puis après, tu sais, je prends une photo. La photo est juste la dernière étape. Oui. Puis c'est pas quelque chose qui est si commun que ça. Non. Les gens sont moins portés à le prendre. Puis moi, j'ai fait une série de vidéos où je prenais mes œuvres, puis j'ai fait de la crazy carpet avec. J'en ai pris une, je l'ai garochée du 3e étage. C'était savoureux, mais à chaque fois, j'étais comme « ouch! » J'ai brisé mon char en main parce que je voulais faire une scène où l'œuvre, elle sortait de l'auto, puis que là, elle était comme « Oh, attends! » Puis là, je recule, puis je roule dessus. Mais c'est parce que c'était tout en bois en dessous. C'était comme un vinyle sur du bois. Fait que quand ça a sorti, le bois a tout arraché la peinture de mon char en arrière. Fait que c'est mon char qui est pas mal scrap à comparer de l'œuvre. À vouloir détruire tes œuvres. À détruire sa voiture. C'est ça. Fait que, bref, c'est une petite anecdote de même. Non, mais effectivement, je vais mettre... Mais je me demandais, parce que je me disais, tu sais, ça peut... Oui, il y en a des préférés, mais des fois, tu fais, cette œuvre-là ne partira pas.
Mais le temps a été le même, la passion pour le faire a été la même, mais... Oui, puis si c'est des bons tableaux, on les garde, là. Ben oui. Parce qu'il y a des bons tableaux qui n'ont pas trouvé preneur. Ben oui, c'est ça. Puis on va avoir l'émotion. Tu sais, tu fais une exposition. Ça m'est arrivé à Washington. Je vendais très bien mes expositions. J'avais une exposition. Il n'y a rien qui s'est vendu. C'était sur la série de la Russie. Oui. Les escaliers roulants, c'était une très bonne série. Mais c'était en 2008. Et c'était la crise qui avait... ça venait d'arriver. L'exposition avant moi, c'était presque toute vendue. Puis moi, je suis arrivée, puis... Les gens perdaient leur maison. Oh mon Dieu, oui. Ça, c'est vrai que le contexte économique... Le timing est mauvais, ou le contexte. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Mm-hmm. Est-ce que toi, quand tu vas voir des expos, tu as des coups de cœur puis tu achètes l'œuvre? C'est sûr. Oui. Ah, as-tu une collection d'œuvres? Oui. Moi, j'achète des tableaux. Souvent, je fais des échanges avec la galerie qui me doit de l'argent, puis je prends un tableau. Ah, wow. Chez nous, j'ai pas beaucoup de mes tableaux. Peut-être 2. Ah oui? Okay. 2 ou 3. Puis les autres, c'est des tableaux que j'ai achetés. Oui. Ouais. Ouais. Puis est-ce que c'est des hommes, des femmes, des peintres de quel... C'est des hommes, parce que ça a donné que c'est j'ai Marc-Aurèle Fortin, j'ai tableau Marc-Aurèle Fortin. Wow. Qui est un dessin sur papier, une peinture sur papier, qu'il a peut-être faite à la fin de sa vie, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un tableau qui parle beaucoup. Il est très, très beau. Mm. La galerie m'avait dit, j'étais allée visiter la galerie, parce que c'est à Baie-Saint-Paul, ça. Le propriétaire a 2 galeries. Alors, on me dit, Monsieur Gilles est à l'autre galerie. J'étais arrivée, puis j'ai regardé ça, c'est une exposition de Marc-Aurèle Fortin. Puis il y avait ce tableau-là, qui était assez mal encadré, elle dit, je pense que c'est juste pour montrer, la personne me dit, c'est probablement juste pour montrer ce qu'il a fait à la fin de sa vie, parce que je pense pas qu'il... OK. Elle m'a dit qu'il était presque pas vendable, là. Ah ouais. Fait que moi, quand je suis retournée à l'autre galerie, j'ai dit, moi, j'achète ce tableau-là. Je le trouvais tellement beau. Je l'ai fait encadrer, il est magnifique. Ouais. C'est ça demandait juste... C'est des histoires comme ça. Là, ben oui. Ouais. Hey, mais vraiment, c'est un beau parcours de vie et d'artiste, René, que tu as. Puis on parlera encore longtemps avec toi. Oui. Juste pour avoir ces anecdotes-là aussi. Puis sentir aussi toute l'émotion qui est arrivée avec chaque série, parce que on sent que c'est aussi ton parcours de femme à travers ça. Mais je m'excuse de te couper, mais vas-y. Ben, juste une petite chose. Dans la série de la Russie, où en fait, avec le temps, et puis ma série sur les voyages, je m'attendais à trouver quelque chose. Là, au début, c'est une surprise, mais après ça, après 3 ou 4 voyages, tu te dis, ça va être telle place, ça va être telle place. Alors aussi, je me disais, c'est l'architecture russe, c'est les églises presbytériennes qu'ils ont. Et puis, j'étais arrivée dans le métro de Moscou, puis là, je regardais ça. Puis Louis me dit, c'est pas ça, hein? Je dis, oui, c'est ça. Ah ouais. Les personnages, les gens, c'était tellement profond, de la station, là, pour se rendre en bas, que les gens qui descendaient étaient propulsés. Moi, je les voyais propulsés par en arrière, puis les gens qui montaient étaient comme couchés sur la rampe. Oh. Et c'est comme ça que je les ai faits. Et puis, à une exposition à Montréal, il y a une personne qui est venue me parler, qui était d'origine russe. Elle a dit, vous saviez que c'était des abris anti-bombes et que ça a été creusé la majorité par des femmes. Oh! Et ça m'a tellement touchée. Oh, j'ai vu ça. Je le savais pas. Mais j'ai compris pourquoi j'avais fait ça. Ouais. Ah, à quel point c'est l'instinct. Tout est relié quelque part. Là. Si j'avais pas fait cette exposition-là dans une galerie à Montréal, j'aurais pas rencontré cette personne-là. Puis cette histoire-là, je la connaîtrais pas. On aime ça. Mais c'est tellement des belles histoires. On va mettre le lien pour ceux qui veulent voir ton travail de ton site en description et tout. Puis on invite les gens à aller découvrir ton travail. En galerie. Moi, je sais que
c'est quelque chose que j'arrête pas de dire à Rob. Je dis, on va économiser, puis le premier tableau que je vais acheter, ça va être le tien. J'ai déjà mon mur Moi de aussi, prêt. j'aimerais ça. Fait que là-dessus, on va terminer déjà l'épisode. Ça passe très vite, tu vois. Une heure, c'est pas... Je sais pas pourquoi on parle depuis une heure. Ben, je sais. On est tellement le fun. Ça, c'est vrai. Merci, René, de ta Merci, présence. René. Vraiment. Ben oui, absolument. Ben, Puis, merci à vous deux. On se dit à la semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent. Oui. Bonne journée. À bientôt.